Bien, bonjour à tous. Si vous voulez bien rejoindre vos places respectives pour que nous commencions en temps et en heure et qu'on termine aussi en temps et en heure. Donc, avant ce comité syndical, nous avons eu un bureau informel au cours duquel nous avions comme invité le président de l'université, Pierre Mutsenart, ce qui nous a permis d'échanger, je dirais très cordialement et franchement, sur le sujet de l'université. Bien, je vais donc, pour entamer ce comité syndical, procéder à l'appel. Christophe Chozereau est présent. Muriel Colombo est excusée, a donné pouvoir à Mathieu Klein. Valérie Debord est excusée. Stéphanie Gruet est présente. Mathieu Klein également. Alain Liesenfeld est présent. Ensuite, j'ai 3 noms. Pourquoi on me les a mis en italique là? Ah, sur les suppléants, pardon. Béatrice Agamemnon est présente. Nathalie Collin-Sterlet n'est pas là. Il me semble que je ne l'ai pas vue pour le moment. Elle nous rejoindra. Normalement, elle devrait être présente. Anne Dossan-Weissmann est présente. François Grosdidier est présent. Califé est présent. Marc Siamana présent. Pierre Cuny est présent. Olivier Postal présent. Clémence Pouget est présente. Mathieu Weiss est présent. Sylvie Dalguer est présente. Elle était marquée excusée, mais elle est présente. Michel Fournier est excusé, a donné pouvoir à Patrick Nardin. Michel Heinrich est présent. Véronique Marco a donné pouvoir à Michel Heinrich. Et Patrick Nardin est présent. Très bien, donc nous avons largement le quorum pour pouvoir délibérer, d'autant plus qu'avec les règles Covid, tout ceci est largement... si nous réunissons à huis clos, il n'en demeure pas moins que les règles sont très largement allégées, puisqu'on se réunit sans public, enfin voilà, et que le quorum est abaissé à 1/3 des membres, soit 7. Nous dépassons très très largement le quorum. Alors, le premier point de l'ordre du jour concerne le débat d'orientation budgétaire. Alors, tout le monde le sait, nous n'avons pas un budget colossal. C'est bien un des intérêts de ce sillon, entre autres, c'est de faire pas mal de choses avec peu de moyens. Mais avant d'entamer le débat d'orientation budgétaire, je voudrais dire quelques mots. D'abord, je voudrais remercier
le maire de Metz et président de la métropole de nous accueillir ici dans cet hôtel de ville. On est toujours très bien accueillis, donc merci de nous accueillir. Vous savez que nous tournons régulièrement, donc la prochaine fois, je ne sais pas où ce sera. Ça sera Nancy, très bien. Bien, chers collègues, quelques rappels. Le sillon lorrain, créé par les intercommunalités de Thionville, Metz, Nancy et Épinal pour porter collectivement une ambition métropolitaine, le projet du sillon lorrain s'est appuyé sur la certitude qu'ensemble, les deux métropoles et deux agglomérations historiques peuvent créer de la valeur collective bénéficiant à leur développement et à la défense de leurs intérêts grâce à des relations de confiance et de respect mutuel. La volonté partagée d'inscrire ces intercommunalités au sein d'une dynamique métropolitaine a permis de structurer des positions partagées, de déployer des projets communs, de créer des conditions de la reconnaissance des deux métropoles en Lorraine, Nancy et Metz. Le pôle métropolitain européen du sillon lorrain est à un moment charnière de son existence. 10 ans après sa création, de plus, l'année 2020 aura vu plusieurs enjeux se confronter. La crise majeure sanitaire qui a profondément marqué le pays, l'installation longue des exécutifs du bloc communal, le renouvellement des grands contrats entre l'Europe, l'État, la région, à travers les programmes opérationnels européens et le CPR, la mise en œuvre de la fusion des départements d'Alsace, prévue en janvier 2021 sur la base d'un projet de territoire et de nouvelles compétences, et la poursuite de la métropolisation du Luxembourg dans un contexte européen de plus en plus favorable à redonner de l'équité transfrontalière à travers un co-développement. Dans ce contexte, le sillon lorrain est un instrument de dialogue entre les territoires lorrains, leur permettant de parler d'une seule voix, de peser au sein de la région Grand Est vis-à-vis de l'État, de l'Union européenne, et d'échanger et de mutualiser les initiatives, de conduire ensemble des projets de grande ambition. L'ambition du sillon lorrain sera définie dans notre projet stratégique en cours d'élaboration, qui est construit avec l'appui du géographe Philippe Estève, que le pôle métropolitain a mandaté. La construction de ce projet stratégique est d'autant plus nécessaire en ce début de mandat que le jeu régional et européen est devenu fortement concurrentiel. Le Luxembourg, véritable moteur métropolitain, exerce une attraction considérable sur les actifs et les ressources. La collectivité européenne d'Alsace en gestation va conférer à Strasbourg une place éminente, capitale de l'Europe, capitale régionale, capitale de la collectivité européenne. Les territoires lorrains doivent faire entendre leur voix s'ils veulent peser dans le dialogue régional, national, européen, et c'est ensemble qu'il faut le faire. L'entente entre territoires lorrains est le pivot d'une stratégie de réponse aux questions communes. Le sillon lorrain n'est pas seulement un espace où les territoires lorrains se mettent d'accord pour s'adresser à l'extérieur, c'est aussi un lieu de pilotage régulier entre les territoires. Entre les deux métropoles, ce dialogue est nécessaire pour assurer le développement équilibré des fonctions supérieures, on vient de le voir il y a quelques instants, enseignement, recherche, santé, culture, entre le nord et le sud, entre les métropoles et les autres territoires pour développer les réciprocités nécessaires. Entre tous les territoires pour échanger sur les initiatives, faire circuler les compétences et savoir-faire, mutualiser les capacités d'agir. L'attractivité du sillon lorrain est une question centrale pour l'avenir du territoire lorrain. Cette question ne concerne pas tant les capitaux, car l'espace lorrain fait partie des territoires français attractifs pour les investissements directs étrangers. Elle concerne les actifs, dont le poids s'amenuise sous l'effet de 3 phénomènes: l'augmentation du nombre de personnes âgées, la stagnation de la population et la concurrence des territoires voisins, et notamment le Luxembourg. Le risque de voir diminuer nos nombres d'étudiants, qui sont plutôt actuellement plutôt sur une bonne dynamique, mais le risque de voir diminuer le nombre d'étudiants à partir de 2024, la pénurie du personnel soignant, la concurrence sur les hautes qualifications, tout ceci menace aussi bien l'économie
que les fonctions collectives, enseignement, santé, transport. Chaque territoire accomplit des efforts importants et témoigne de réalisations tout à fait remarquables en matière touristique, culturelle, économique. Les domaines de l'enseignement et de la santé ont bénéficié de l'élan collectif qui a soutenu la création de l'Université de Lorraine et le rapprochement du CHU de Nancy et du CHR Metz-Thionville sur la partie universitarisation, formation, recherche au bénéfice de tous. Mais ces acquis sont relativement fragiles et demandent à être consolidés. Quels pourraient être les domaines de projets possibles? Nous verrons en présentant le projet stratégique en début 2021 que la notion de projet ne recouvre pas nécessairement un équipement donné. Il est même plus intéressant dans des projets portés par plusieurs territoires de réfléchir collectivement en termes de complémentarité, de réseau, de réciprocité entre territoires, par exemple entre des espaces urbains, périurbains et ruraux. On peut en donner quelques exemples cités par Philippe Estève dans son regard extérieur. La Lorraine est une terre de production, cite-t-il, industrielle, agricole, alimentaire, artistique. Elle est encore l'un des territoires français dans lequel la fonction productive joue un rôle important. Les formations existantes reflètent cette orientation, présence importante d'écoles d'ingénieurs dans des spécialités d'excellence, présence d'écoles professionnelles de haut niveau. La valorisation de cette spécificité est un facteur distinctif vis-à-vis de l'extérieur, d'autant qu'il ne s'adresse pas qu'aux plus diplômés, mais qu'il concerne une diversité de parcours ayant en commun le souci de professionnalisation. Et le projet dans ce domaine pourrait concerner l'ensemble des territoires lorrains, chacun avec ses spécificités productives, industrielles, agricoles, culturelles, et pourrait ouvrir à un recrutement plus large qu'aujourd'hui, d'autant que les débouchés professionnels sont nombreux en Lorraine et autour. Il pourrait couvrir différents champs thématiques, les parcours de formation proprement dit, le logement et la vie étudiante, les parcours professionnels, etc. Il entrerait parfaitement dans les orientations du plan de relance européen et du CPR. Autre projet, la mobilité, bien sûr. En 2019, les territoires du sillon lorrain se sont associés à la région Grand Est pour animer un Grenelle des mobilités sur le modèle bordelais et strasbourgeois. Ce Grenelle peut constituer une base d'une stratégie de mobilité ambitieuse qui permette d'articuler des flux mondialisés et des flux métropolitains, d'améliorer les systèmes d'infrastructures dans lesquels s'inscrit la Lorraine et d'en diminuer considérablement l'empreinte carbone. Ce projet implique naturellement l'État, la région Grand Est, la région et ses parties prenantes nationales, ainsi que les EPCI membres du sillon. Les territoires lorrains ont montré leur capacité à s'unir pour porter quelques projets de grande ambition, plan de relance, fonds européens, CPE, CPR, sont l'occasion d'amorcer quelques projets communs. Au-delà de ces opportunités, la technique de l'appel à projets, désormais bien ancrée dans les politiques publiques, invite à des groupements entre territoires pour limiter les effets de concurrence et accroître la qualité et l'ambition des projets. Ces projets peuvent concerner l'ensemble des territoires ou n'être portés que par quelques-uns, au sillon de trouver la bonne articulation. À la différence des intercommunalités classiques, le pôle métropolitain sont des instruments au service des élus et des territoires. Ils ne sont pas contraints par un régime normé de compétences, ils ne gèrent pas les services, mais disposent d'une capacité d'action directe ou indirecte. C'est la réponse française à une question qui se pose dans tous les pays européens. Comment assurer une gouvernance agile des grands espaces métropolitains fortement interdépendants? Mes chers collègues, en pensant le pôle métropolitain comme véritable centre d'innovation partagée, la dynamique de développement collectif peut se décliner de manière opérationnelle et rapide. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous adresser en préambule de ce DOB. Je vais maintenant aborder le DOB. Ça m'amène
qui s'inscrit dans un environnement sanitaire, économique, je l'ai déjà dit, et social particulièrement complexe. Nous ne connaissons d'ailleurs pas encore les conséquences exactes de cette crise sanitaire pour les collectivités, on en découvre tous les jours, et pour les partenaires économiques, c'est encore bien pire. Et puis nos partenaires culturels, sociaux également, qui sont des moteurs, eux aussi sont légitimement très interrogatifs et n'ont encore pu mesurer les conséquences de cette crise pour les uns et les autres. Partage d'expérience, volontarisme, fierté partagée, le temps difficile sont aussi des moteurs de coalition, je dirais même de créativité, d'animation nouvelle et de recherche d'efficience. Plus que jamais, il sera nécessaire de favoriser des interactions et des solidarités territoriales entre nos 4 intercommunalités historiques d'une part, mais aussi en direction des territoires associés qui attendent des collaborations nouvelles. En réponse à la crise, nous avons adapté nos projets, modestement. Ainsi, la bibliothèque numérique l'immédiat.fr a connu un véritable engouement, avec plus de 5000 nouveaux abonnés cette année. La dynamique Lorraine Tech a permis de renforcer la reconnaissance de la capitale French Tech East au plan national, le séminaire de la French Tech ayant été accueilli à Metz en septembre 2020. L'exercice 2020 a permis de réorienter des travaux prospectifs initiés par le Sillon fin 2019 afin de proposer un schéma stratégique adapté au nouveau contexte pour le mandat à venir. Aussi, j'ai pris la tâche des 3 vice-présidents du Sillon Lorrain dès mon élection pour définir avec eux ce que doivent être nos sujets de convergence. Le rôle de facilitateur du Sillon Lorrain doit permettre de lever des blocages. Par nos échanges, nous avons pu dégager de nombreux axes qui marqueront un esprit de coopération tout au long de ce mandat. Ces axes, nous les trouverons notamment dans le travail mené au sein du Grenelle des mobilités, en lien avec la région, et comme le calendrier du CPR, des programmes opérationnels européens, du plan de relance nous pousse à agir vite, nous avons déjà sollicité ensemble des ministères et des exécutifs régionaux. Nous travaillerons aussi d'une part au portage par le Sillon Lorrain des études visant à construire un réseau express métropolitain, à la fois régional pour renforcer les liaisons intermétropoles, mais aussi transfrontalier sur un axe Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg, à l'image du Léman Express entre Annemasse et Genève, coordonné dans notre pays par le pôle métropolitain du Genevois français. Nous pourrons aussi concrétiser l'ouverture sur le sillon rhodanien via Nancy, Épinal, Belfort. D'autre part, nous serons des partenaires attentifs et constructifs à l'évolution des projets qui nous sont chers, l'A31 bis, écotaxe régionale, politique vélo ambitieuse, tant sur le plan domicile-travail que loisirs-tourisme, poursuite du travail de lobbying sur le canal Seine-Moselle-Saône-Rhin. Le travail de co-développement avec le Luxembourg sera poursuivi pour créer des conditions d'une dynamique gagnante pour l'ensemble de l'aire métropolitaine transfrontalière, notamment dans le cadre des missions du CE2IME, accélérateur des projets de développement des entreprises lorraines dont nous sommes partenaires. La crise et le risque de fermeture des frontières ont montré l'interdépendance des territoires et la nécessité de travailler ensemble plus intensément encore et de manière concrète. D'autres sujets posent le Sillon Lorrain dans une position d'assemblier. Je veux évoquer ici, par exemple, le rôle des élus ici présents pour travailler à renforcer l'Université de Lorraine dans son lien avec les territoires. Nous avons obtenu de son président la mise en place d'une conférence territoriale de l'enseignement supérieur en Lorraine qui permettra d'échanger sur les évolutions à venir dans l'intérêt de tous et en toute transparence. De la même manière, l'universitarisation du CHR Metz-Thionville doit avancer et maintenant se concrétiser tant sur le volet formation que recherche. Les élus seront attentifs à ce que les équilibres soient trouvés, comme il est dit dans la convention signée à Metz il y a 1 an. Bien sûr, je ne veux pas oublier l'ouverture du Sillon Lorrain aux territoires associés qui en consolide l'ossature et je souhaite que ce mandat soit aussi celui de l'intensification des échanges avec les 16 intercommunalités
membres. Je propose donc de travailler à la mise en place d'un événement culturel, entre autres, fédérateur, traitant de l'histoire, du patrimoine industriel de la Lorraine, par exemple. C'est un exemple. Enfin, à l'échelle nationale, en organisant des rencontres des directeurs des pôles métropolitains en lien avec France Urbaine, en participant aux travaux de la mission opérationnelle transfrontalière, le sillon lorrain a pu bénéficier d'une vision nationale des nouveaux défis que doivent relever les territoires tout en valorisant leur savoir-faire. Fort de ces enseignements, il est proposé que le débat d'orientation budgétaire 2021 soit l'occasion non seulement de conforter à court terme les projets ou les politiques publiques portés avec succès par le sillon lorrain, mais également de se doter d'une stratégie de développement adaptée aux nouveaux défis. Et ces défis sont ceux de la mobilisation des nouvelles ressources au profit de la création de valeur pour nos territoires. Cette stratégie commune des ressources rappelle l'importance pour le sillon lorrain de se doter d'une capacité d'attirer, de fixer des financements extérieurs, européens notamment, pour le compte de l'ensemble des acteurs du développement et de nos territoires. Ainsi, le pôle métropolitain du sillon lorrain est membre fondateur, on le verra tout à l'heure, du GIP Maison Europe Grand Est à Bruxelles, où il représentera les collectivités membres pour fournir un socle de services, notamment relatifs aux fonds sectoriels et les appels à projets européens. Chaque collectivité sera bien sûr libre d'assurer une présence complémentaire afin de disposer des services à façon, en complément des compétences mobilisées sur la recherche de fonds européens territorialisés tels que le FEDER, Interreg ou le FSE. Les métropoles permettront d'apporter une valeur ajoutée importante au collectif en permettant la mise en relation des spécialistes de la constitution de partenariats et de la mobilisation de fonds européens. Ainsi pourrait alors se constituer une ingénierie de ressources opérationnelles au profit de l'ensemble des territoires. Voilà, mes chers collègues, les quelques mots, encore une fois, que je souhaitais vous adresser pour amorcer ce débat d'orientation budgétaire. Vous avez dans le dossier qui vous a été transmis le texte plus complet dont je vous recommande la lecture et avec lequel j'ai construit ce discours. Vraiment, prenez le temps de lire. Il est facile à lire, mais je crois que c'est intéressant de pouvoir le lire et de pouvoir se l'approprier. Avant de laisser place au débat, je voudrais évoquer quand même les chiffres, préciser les orientations budgétaires qui peuvent se dessiner pour l'année à venir. Alors vous avez normalement dans votre dossier, on n'a pas la possibilité de projeter là. Bon. Donc vous avez dans votre dossier un document comme celui-là. Vous devez l'avoir normalement. Tout le monde là Oui. Ah bon, très bien. Donc, qui rappelle les... Alors, tout d'abord, très rapidement, ça doit être ça, François. Non. Voilà. Donc, tout d'abord, je propose de présenter les ressources 2020 pour que vous ayez un comparatif, surtout pour les nouveaux élus. Il y a donc une participation des membres, c'est-à-dire des 4 intercos en 2020 qui étaient à hauteur de 920 000 euros. Il y a les territoires associés qui ont contribué à hauteur de 100 000 euros. Et puis il y a eu des recettes externes, principalement des subventions pour 80 000 euros. Alors, voilà. Donc, pas de commentaires. C'est donc le principe, je voudrais le rappeler quand même, le principe de ces cotisations, c'est 1 euro par habitant, donc pour chaque collectivité, pour chaque EPCI, c'est 1 euro par habitant, plus une cotisation proportionnelle aussi au nombre d'habitants pour financer French Tech. Alors, il y a eu l'an dernier un financement exceptionnel de la métropole du Grand Nancy, de 200 000 euros que je propose bien sûr de ne pas reconduire pour les années à venir. Vous avez ensuite un tableau qui montre les contributions des membres. Donc vous voyez que la métropole du Grand Nancy a financé 41%, 27% pour Metz et ensuite Épinal
Épinal et Thionville. Voilà, et puis il y a eu les cotisations des territoires associés. Donc, si je prends une projection en 2021 des ressources affectées au pôle métropolitain, en matière de dépenses, on a, enfin, les ressources, on a 516 000, pardon, je vais y arriver, de ressources humaines, 296 000 de ressources affectées, ce qui nous fait 812 000 de ressources affectées. Si nous gardons la même base de financement, on aurait été à 288 000, mais ce ne sera pas tout à fait le cas, puisque, comme je propose de ne pas rééditer les 100 000 euros du Grand Nancy, il resterait donc 188 000 euros non affectés pour financer des actions nouvelles, et notamment des travaux de... J'ai parlé tout à l'heure de l'étude sur le REM, qui pourrait être financé grâce à cela. En cas de besoin, si vraiment il fallait des moyens supplémentaires pour assurer des financements, on en déciderait communément, mais pour le moment, je propose de laisser la cotisation au même niveau, et puis en fonction des projets que nous pourrions avoir, on verrait s'il y a nécessité d'adapter. J'ai souhaité également, là, que vous voyez, enfin que vous ayez une affectation 2021 des moyens du pôle métropolitain. Donc vous voyez cette répartition. C'est comme ça qu'aux arrondis près, on explique les 812 000 euros affectés, qui seraient affectés au budget 2021. Et ce qui me paraît aussi intéressant, 2 diapositives après, c'est la valeur ajoutée apportée. Nous avons, au niveau, le pôle métropolitain a permis de recueillir 80 000 euros pour des financements Lorentec, mais il a également, toujours pour Lorentec en 2021, c'est l'apport de 608 000 euros et de 1,3 million à travers la bibliothèque numérique de référence. Donc vous voyez qu'on a un effet levier. Ah ben ça y est, on m'a remis le son là. Qu'est-ce qui coupe le son là? Donc on voit qu'à travers une cotisation qui est de l'ordre de 800 000 euros, on arrive à mobiliser quasiment 2 millions de fonds extérieurs au sillon, d'une part pour l'Orentec et d'autre part pour la BNR. Voilà. Alors, le débat, faut-il maintenir les participations au même niveau? En tous les cas, c'est ce que je vous propose. Et puis, dans les actions nouvelles, elles seront à définir. Il y aura des actions nouvelles à mener, notamment en ingénierie, REM, attractivité. Il y aura certainement des choses que nous avons encore à définir ensemble. Je rappelle que tout est un peu décalé. Normalement, les élections, on vit tout ça dans nos collectivités respectives. Ce que l'on décidait en mars ou avril, au début de mandat, maintenant, est reporté en fin d'année, voire plus loin. Voilà, pour le moment, quelques mots que je souhaitais dire et vous présenter ces quelques chiffres. Voilà, le débat est ouvert. Qui souhaite prendre la parole? Oui, en introduction de ce DOV, je pense qu'effectivement 2021 doit être pour le sillon lorrain une année vraiment d'impulsion forte en ce qui concerne, me semble-t-il, une thématique majeure qui fera suite au Grenelle de la mobilité, c'est la mobilité dans notre territoire. Parce que, effectivement, on l'a abordé tout à l'heure, il y a l'université et la mise en place de cette conférence territoriale de l'enseignement supérieur. Et je pense que nous devons aujourd'hui appuyer très très fortement sur l'impact majeur aujourd'hui que représente la mobilité, alors tant au nord qu'au sud, avec de moyens d'action complètement différents. Sur le sud, c'est une ouverture, bien entendu, lorraine sur le territoire de Belfort et sur la vallée rhodanienne, mais au nord, c'est bien entendu, c'est d'appuyer très fortement. Les astres sont plutôt alignés sur la création d'un RER, REM,
leur Luxe Express avec, effectivement, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, la mise en route de moyens d'État pour augmenter le nombre de faisceaux et notamment le nombre de voies. C'est maintenant que le sillon lorrain doit absolument se mobiliser pour que, enfin, on puisse avoir une mobilité, et dans le cas présent, nord-sud, qui soit adaptée à notre territoire. Sans ça, effectivement, on sera voué à regarder passer les camions et les trains sur notre territoire sans qu'on n'en tire aucun bénéfice. Et je pense que c'est vraiment, il y a un alignement, il y a le Grenelle des mobilités qui va rendre ses conclusions, je crois que c'est au cours du premier semestre 2021, et il faut vraiment maintenant qu'on appuie. Je pense qu'il y a un alignement des élus sur ce que nous voulons de façon générale, et je pense que cette année 2021 doit être cette année qui nous permette d'avoir une vision tout à fait cohérente de cette mobilité à travers la création d'un REM, REL, leur Luxe Express, enfin comme on le veut, mais je crois que c'est très important. Oui, vas-y. Oui, je abondais vraiment dans le sens de Pierre. Il nous faut absolument affirmer la voie cohérente du sillon sur cette question première de la mobilité. On a deux grands sujets, je veux dire, en termes de développement, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. On en a abondamment parlé d'ailleurs pendant ce déjeuner très enrichissant, même s'il était bien sûr un plan diététique, mais qui nous a permis de nous... très enrichissant, mais qui nous a permis de beaucoup parler et d'être ensemble tout à fait d'accord, que ce soit sur les métropoles, sur les agglomérations, mais en pensant aussi aux autres territoires, sur l'importance de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sur les transports, c'est une question absolument clé, on voit bien que les transports manquent de fluidité à l'intérieur même de notre sillon et ne nous permettent pas de le structurer autant qu'on le souhaiterait. Et plus on monte au nord, plus c'est une difficulté avec le Luxembourg, desquels provient, c'est un fait objectif, une part énorme de la recherche, du pouvoir d'achat, qui ensuite est redistribué dans l'activité tertiaire d'abord de la Moselle Nord, ensuite de la métropole de Metz, mais qui descend aussi au-delà. Donc plus on s'éloigne, moins il y a peut-être de frontaliers, mais il y en a quand même, et il y a des enjeux frontaliers, et la force du Luxembourg, ce phénomène mondial, avec ses avantages et ses inconvénients, il y en a quelques-uns aussi, mais enfin le solde, quand on fait le bilan co-avantage, est tout de même extrêmement positif, nous mène à penser que ça va être dans la décennie à venir, pour nous, la question clé. Donc, souhaite effectivement que le sillon s'investisse dans les études et qu'il puisse être en position fortement revendicative sur le RER ou le REM de Nancy à Luxembourg. Simplement attirer l'attention sur un fait, c'est que en termes de débit et de quantité, ça commence à s'accroître beaucoup plus encore, je veux dire, au nord de Metz qu'au sud. Et ce que je veux dire d'après cette réunion, il faut que nous allions à fond sur ce que nous avons imaginé, et donc sur l'optimisation des infrastructures existantes, mais que nous n'occultions pas la question des nouvelles infrastructures, même si l'État, à la limite, est très content qu'on n'en parle pas parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Alors certes, on est sur du long terme, mais on le sait d'ailleurs, sur les infrastructures, c'est toujours sur le temps long. Nous bénéficions d'infrastructures qui ont été lancées par nos antéprédécesseurs, mais notre responsabilité, c'est de nous inscrire aussi sur ce temps long. Donc il importe aussi que même si nous obtenons des réponses de moyen terme sont satisfaisantes, nous ne lâchions pas sur les questions de long terme. Questions de long terme, elles sont dans les liaisons avec Luxembourg, elles sont aussi dans les liaisons du sillon vers le sud, vers
bon, donc, même si au sud aussi, des réponses de court ou de moyen terme doivent être apportées. Donc, voilà, donc je suis complètement en phase et il faut que le sillon pèse tout entier auprès de l'État et accessoirement de la région, parce que quand on ne parle pas des infrastructures, ça peut les arranger aussi. Je dirais aussi qu'on ne doit pas oublier les territoires associés. C'est que les liaisons, on l'a très au nord, connaît moins bien le sud, mais peut-être aussi. Il y a aussi des vénules, il y a aussi d'autres axes, d'autres façons de pénétrer qui ne passent pas nécessairement strictement sur le sillon, mais qui, si elles étaient mieux organisées, soulageraient le sillon. Tout à fait. Je voudrais insister sur le fait, qui a été mis en exergue à Épinal lorsque l'on a présenté le premier comité de pilotage. Il faut nous écouter. Parce que, il faut qu'on insiste. Je pense que le message a été passé à nos agences d'urbanisme, mais qui ont été quand même sur le chapitre des infrastructures très timides. Et là, je crois qu'on a été tous d'accord, les élus, pour dire que, bien sûr, on sait que c'est des choses qui ne vont pas se faire dans les 6 mois, même pas dans les 2 ans, et certainement pas durant le mandat, mais il faut vraiment poser la question des infrastructures, particulièrement au nord. Plus au sud, la question des infrastructures peut se poser, mais dans l'axe même du sillon lorrain, c'est moins au sud une question d'infrastructure que de services qu'il y a amélioré. Je suis assez scandalisé parce qu'on m'a rapporté les paroles d'un DGA de la région chargé des mobilités qui a déclaré qu'il n'était pas question de mettre 750 millions dans le sud. Il n'est pas question de mettre, on n'a jamais demandé ça. Ça s'est passé. Aujourd'hui, il y a une liaison Belfort-Ville, Belfort-TGV, et aujourd'hui, c'est un service dont on a besoin. C'est à pouvoir aller de l'un à l'autre. Il ne s'agit pas du tout d'investissement. Bien sûr, on imagine bien qu'actuellement, il n'est pas question d'aller mettre, puis on ne les demande pas d'ailleurs, donc on ne voit pas pourquoi. Mais pour dire parfois, comme il y a des clichés qui restent, hein, mais sur le nord, moi j'ai eu, en tant que président du SCOT des Vosges centrales, et il n'y a pas de président de l'Interscot, mais j'en assume une forme de leadership, et je suis président de la fédération des SCOT, et on se rend compte, pour avoir travaillé sur ces sujets, qu'il y a aujourd'hui des infrastructures qui ne sont pas consommatrices de terrain, qui pourraient tout à fait s'inscrire dans le zéro artificialisation nette. Il existe aujourd'hui des infrastructures de transport déjà utilisées dans d'autres pays au monde qui pourraient particulièrement s'adapter sur la partie nord de la Lorraine, enfin quand je dis nord, disons que de Nancy ou de Metz jusqu'au Luxembourg. Et il ne faut pas qu'on abandonne cette idée. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'ambition et voir grand si on veut avoir des objectifs. On sait qu'il faut des décennies pour que des projets comme ça aboutissent, mais il faut quand même qu'on soit parmi ceux qui les demandent ou les prescrivent. Mathieu. Oui, merci Michel. Je voudrais évidemment associer la voix du Grand Nancy et de Nancy à cet objectif, car la question aujourd'hui de l'organisation territoriale de la Lorraine au regard de ses voisins européens est une question qui est éminemment, profondément et totalement régionale, au sens où, y compris le sud de la Lorraine aujourd'hui, même si les trafics et le volume pendulaire n'est pas de même nature que dans le nord, est aujourd'hui clairement inscrit dans la polarité du développement luxembourgeois. Nous savons que nous sommes avec un voisin qui est un État métropole, une métropole-monde plutôt, qui a un besoin impérieux de son voisin lorrain pour continuer à grandir. Et nous avons, aujourd'hui, un bassin d'emploi européen qui est une opportunité très importante pour notamment les débouchés des étudiants de Lorraine. Donc il y a une logique qui nous permet d'avancer ensemble. Et enfin, il y a un dernier point qui, pour moi, n'est pas non plus tout à fait négligeable, c'est le raccordement à long terme à l'aéroport du Findel permet aussi de reposer différemment la question aéroportuaire de la Lorraine, car raccordé par la voie ferrée express
demain les villes lorraines à un aéroport international est, y compris en termes d'attractivité, un atout considérable, que ce soit pour Nancy, pour Metz, pour Thionville, pour Épinal ou pour toute la Lorraine. Donc je suis favorable à ce que nous sollicitions évidemment l'État et la région dans leurs responsabilités respectives pour que ce projet dont effectivement nous pourrions financer ou cofinancer les études, donc ce projet soit mis sur la table. Et je suggérerais que le sillon lorrain en tant que tel sollicite une entrevue avec le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, parce que je pense que c'est aussi un avantage important pour les Luxembourgeois que demain il existe un réseau express métropolitain lorrain, car le marché de l'emploi luxembourgeois aujourd'hui, si on retirait comme le tapis sous nos pieds les travailleurs européens, français, pour l'essentiel allemands et belges dans une moindre mesure, il s'écroulerait comme un château de cartes. Donc je crois que nous devons aussi obtenir des cofinancements luxembourgeois sur ce dossier. Très bien. Merci Mathieu. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention parmi vous? Oui, excuse-moi, simplement rajouter à ce que tu venais de dire, Mathieu, c'est que les Luxembourgeois, pour les contacts informels que j'ai eus, mais je crois que François en a eu aussi, sont prêts. Ils attendent que la région et que l'État français se mobilisent. Ils disent, nous, on va chercher le fonds de relance européen et on y va. Voilà, mais je pense que François, tu avais des informations un peu complémentaires. Oui. Voilà, c'est à l'État français de se bouger. Oui, beaucoup d'échanges avec les Luxembourgeois, tant au niveau municipal, puisqu'on est organisé depuis très longtemps, dans un quadropole Metz, Luxembourg, mais aussi Trèves et Sarrebruck, et au niveau gouvernemental, et surtout avec des échanges réguliers avec les deux ambassadeurs. Je dirais, ce qui l'importe le plus, c'est pas forcément qu'on vienne en plus au nom du sillon. C'est qu'on soit capable de parler d'une seule voix entre nos métropoles, alors pas que le sillon, mais les départements, la région et l'État. Si on y va comme le sillon, écoutez, c'est la 4e couche qui arrive, je veux dire, on risque, trop poliment, mais on risque un peu de les désespérer. Je crois que fondamentalement, c'est ça. Il faut que nous leur parlions tous d'une seule voix. Eux, ils en ont deux entre l'État et le Luxembourg, c'est assez simple et très clair sur leurs compétences respectives. Bon. Donc nous, on est très nombreux et pas clairs sur nos compétences respectives. Donc, je crois que important, c'est voilà, d'y aller, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on leur dit, déjà entre nous, qu'on évite, je veux dire, tout discours de demande de réparation comme si un préjudice nous était fait, et qu'on y vienne avec une volonté de coopération et de co-construction, de cofinancement de projets d'intérêt commun. Voilà, je crois que c'est... Voilà, je crois qu'on est bien d'accord. Oui, qualifié. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous étions tous les trois, Pierre Cuny, Michel Heinrich et moi-même, il y a un an pile, à signer la convention hospitalo-universitaire du CHR Metz-Thionville en association avec le CHU de Nancy et l'Université de Lorraine. Ce dossier traîne un peu, je veux dire, et je me dois aujourd'hui dans une autre casquette qui est celle de l'élu messin. À ce titre, je suis là, de refaire le point un an après et voir un peu ce qu'il y a à faire pour faire avancer ce dossier qui, à mon sens, traîne et traîne d'une façon qui m'inquiète énormément, et j'ai bien peur que ça reste un écrit sans suite. On a eu un point d'étape comme prévu à ce document qui a été signé en novembre 2019. On a eu un point d'étape le 12 au 13 mars, juste avant le confinement, pour rappeler un certain nombre d'engagements. Le premier et le principal pour nous était
de faire co-signer ce document qui a été signé en Lorraine par les deux ministères de tutelle, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de Recherche. Et les gens présents, le président de l'université entre autres, mais aussi le directeur de l'ARS, se sont engagés à le faire. Malheureusement, la crise du Covid, qui a bon dos d'ailleurs, a fait que cela n'a pas été fait. Une autre réunion avec les nouveaux élus, notamment Mathieu Klein et d'autres, est revenu sur ce point, et j'ai insisté encore une fois sur le bilan à 1 an de ce document qui n'est toujours que document. Alors, je voulais vous alerter, d'autant plus qu'en octobre dernier, j'ai représenté le président de région à une conférence à la Sorbonne, où la ministre a annoncé la création de 250 postes de PUPH pour les territoires. Les territoires, ça veut dire les endroits où il n'y a pas d'université en tant que telle, PUPH pour justement développer les territoires, sachant, et c'est ma conviction, que c'est un point fondamental pour lutter contre la désertification médicale et améliorer, si on peut, la démographie médicale dans l'ensemble des territoires. Alors, on a alerté sur ce point, 50 postes par an. La Lorraine pourrait, par ce biais-là, servir les territoires sans en prendre à Nancy. C'était un peu aussi un des impératifs qu'on s'était donné. Et je souhaiterais, de la place où je suis aujourd'hui, vous alerter sur le stand-by de ce dossier qui n'avance pas du tout. J'en dirai pas plus, mais je crois que... Merci. Non, mais c'est important de le rappeler. Hein. J'y ai fait allusion dans mon propos tout à l'heure. C'est vrai. Alors peut-être que c'est vrai que la crise sanitaire n'a pas favorisé les choses, mais il faut vraiment qu'on réactive. Je pense que Pierre partage également, soit également. Il faut absolument qu'on réactive ce dossier, qu'on refasse le point, qu'on mette peut-être autour de la table les acteurs pour que ça progresse. On a été très heureux de signer cette convention. Bon, aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que ça, on ne peut pas dire que ça donne satisfaction, mais certainement quand même que les conditions, enfin tout ce qui s'est passé, la mobilisation aussi des services universitaires, enfin des hôpitaux, ça a été très fort durant toute la crise sanitaire et que ça a certainement contribué. Je crois qu'il y avait d'autres préoccupations dans la tête du milieu de la santé universitaire et autres que l'universitarisation. Mais j'espère que 2021 sera une année de ce point de vue-là un peu plus apaisée, même si on n'a pas de certitude. Mais en tous les cas, c'est important de le rappeler et que nous puissions Président, mobiliser. Moi, je propose peut-être qu'effectivement, sous votre impulsion, on puisse réorganiser une réunion comme nous l'avions fait autour des directeurs d'hôpitaux, présidents des conseils de surveillance et universités, pour refaire le point effectivement sur l'état d'avancement et pour, excusez-moi de l'expression, mettre un peu la pression sur le côté médical et pour que maintenant il y ait une vraie volonté politique d'avancer sur cette universitarisation effectivement complète du CHR. Je crois que c'est l'enseignement supérieur, mais aussi la santé, en matière vraiment... Oui. Je propose que sous votre impulsion, voilà. On a noté et puis on va essayer d'organiser ça. Donc il y a du travail. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce DOB? S'il n'y a plus de demandes d'intervention, considérant que le débat a eu lieu, pour mener à bien notre projet, je voudrais évoquer les délégations données à chacun des vice-présidents. Je propose donc pour Pierre Cuny le transfrontalier et la santé, pour François Grosdidier le transfrontalier et le développement économique, pour Mathieu Klein la transition écologique et la culture, pour Patrick Nardin les infrastructures de transport et la mobilité, pour Marc Siamana l'enseignement supérieur et la vie étudiante, pour Christophe Chauzereau l'innovation. Où est-ce qu'il est, Christophe?
Ah ben voilà, tout près. Christophe Chauzereau, l'innovation et la recherche. Et puis Clémence Pouget, le lien avec les territoires associés. Il y a plein de travail à faire. Il faudra qu'on en reparle. Voilà, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec vous. Mais j'en avais parlé, Pierre. Ça tombe bien s'il y a plein de travail parce qu'on a manqué. Oui, oui. On n'a vraiment rien à faire, hein, c'est ça. Voilà. Si vous voulez bien, on va aborder le point 2 de l'ordre du jour qui concerne la Maison Grand Est Europe à Bruxelles. Nous avons reçu mardi la liste à jour des membres fondateurs de la Maison de l'Europe du Grand Est. Ceci introduit une modification de l'article 5 des statuts par rapport au dossier envoyé. Alors, vous avez sur table, normalement, tous un document comme celui-ci. C'est la dernière liste à jour des membres fondateurs. Tout le monde là, hein. Jérôme, on l'a. Tout le monde là. Tu l'as pas, toi? Vous pouvez en amener une? Non? Ah, mais moi, j'ai pas. Non. Non, cette liste-là. Le tableau. Non, je l'ai pas. Vous l'avez pas, pardon, excusez-moi. J'avais dit qu'on le distribuerait. Voilà. Alors, c'est important pour que vous ayez la liste complète parce que ça a quand même pas mal bougé. Hein. Et après, je vous lirai l'exposé des motifs, mais je voudrais quand même que vous ayez ce tableau en tête. C'est mieux de commencer comme ça. Donc, comme vous le voyez, la région Grand Est, vous avez à la fois les financements et puis vous avez le nombre de voies et de voies à l'intérieur de ce GIP. Donc, la région Grand Est finance 50% du fonctionnement. Et ensuite, nous avons les 3 départements qui sont fondateurs, ce qui ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas venir après, hein, mais le département de l'Aube, la Haute-Marne et le département des Vosges. Vous avez ensuite sont sollicitées les communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants. Donc vous avez Ardennes Métropole, Colmar, Mulhouse, Reims, l'Eurométropole de Strasbourg et nous-mêmes. Alors nous on est à un autre niveau, on paye 3 fois plus que les intercos, mais on est 4, donc c'est pas un mauvais calcul. Et on a 6 voix. Hein. Vous voyez, on est 2 à avoir 6 voix. Les départements en ont 4 et tous les autres en ont 2, sauf la région qui en a 36. Voilà. Et puis il y a aussi les chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, chambres régionales des métiers, voilà. Et puis l'université, les 4 universités fondatrices également qui contribuent. Voilà. Je vais donc vous infliger l'exposé des motifs, là, en complément des fonds structurels européens gérés par le Conseil régional, dont les programmes opérationnels constituent le cadre d'action de mobilisation et de référence de la région Grand Est, souhaite que tout porteur de projet puisse bénéficier de la dynamique européenne et s'inscrire au sein d'appels à projets thématiques spécifiques. Dans ce cadre, une présence au plus proche des institutions européennes constituerait un atout pour anticiper les appels à projets et être à même de pouvoir constituer des groupements de réponse dans les délais les plus brefs. C'est pourquoi la région Grand Est a souhaité que soit organisée une présence à Bruxelles au plus près des instances européennes permettant de disposer de services d'information, lobbying, communication et partenariats performants. Au regard des enjeux européens pour l'ensemble des territoires du Sillon lorrain, il a été décidé le 18 janvier 2018 de participer à la construction de cette présence à Bruxelles. Le projet de constitution de ce GIP constitue la réponse opérationnelle de la région Grand Est à cet enjeu. Donc, vous l'avez compris, l'ambition, c'est de créer un collectif qui s'organiserait autour d'un noyau dur, des membres fondateurs, dont vous avez la liste, et puis les partenaires associés appartenant à l'une des 4 catégories étant identifiées comme membres possibles. Donc, dans les membres fondateurs, la région, les agglos de plus de 100 000 habitants, le pôle métropolitain, et puis, bien sûr, les universités, et puis l'Eurométropole de Strasbourg.
L'offre de services proposée se décline selon une offre de base. C'est une veille intelligente sur les actualités et les politiques européennes, les conseils méthodologiques et l'accompagnement, l'action de formation et de sensibilisation, l'accès à des espaces partagés de travail à Bruxelles, un socle commun d'activités sur la base correspondant à la mise en œuvre d'un programme de travail autour de programmes ou projets d'intérêt commun et des prestations à la carte par la conclusion de conventions spécifiques, collectivités, des conventions spécifiques et le versement d'une contribution, bien sûr, complémentaire. Le budget, vous l'avez vu, il est sur le document que je vous ai remis, 938 000 €. La région prend à sa charge 50% du fonctionnement de cette maison. Et il est proposé que nous adhérions avec une cotisation annuelle de 36 000 € et donc 6 voix au sein du GIP, 6 voix sur 42. Voilà. Vous savez presque tout. Enfin, autant que moi, en tous les cas. Excuse-moi, mais en pratique, c'est-à-dire qu'on pourra monter à Bruxelles, tenir permanence. Comment ça se passe pratiquement? En pratique, on aura donc, si j'ai bien compris, Vincent, vous pourrez compléter s'il vous plaît, on aura donc une veille sur les projets. Vous savez que c'est une des grandes difficultés pour atteindre les fonds européens. On fonctionne beaucoup en appel à projet, parfois sur des durées très, très courtes. Et donc c'est qu'on ait une veille, une alerte, et puis quand on a des besoins plus spécifiques, à la limite, si j'ai bien compris, on pourra faire appel à des services supplémentaires. Vincent, si vous voulez nous en donner davantage de... D'abord, il faut bien préciser que ce ne concerne pas les fonds structurels que l'on voit aujourd'hui, qu'on va chercher à la région ou à l'État, mais les appels à projets. On sait que sur les appels à projets, il faut s'y prendre à l'avance, parce que quand l'appel à projet est sorti, c'est trop tard pour pouvoir y répondre. Généralement, pour trouver un partenaire de notre pays européen, plus de faire ses bagages pour monter dans le train. Donc c'est bien ça l'objectif, c'est d'anticiper ces appels à projets pour pouvoir y répondre en fonction de nos thématiques principales. La région a mis en place, théoriquement vous avez un petit document là-dessus, une équipe de 6 personnes qui ont chacun un thème de spécialité, économie, culture, que sais-je. Et les groupes de travail vont être menés par la région de manière à pouvoir associer les partenaires dans les préoccupations qui sont les nôtres et de commencer à indiquer aux autres partenaires européens que nous sommes intéressés par tel ou tel projet, de manière à pouvoir les préempter. Ensuite, les prestations de base sont d'une part un réseau d'information qui est déjà en cours de finalisation avec un site internet et des messageries qui sont en cours de développement et on l'aura bientôt sur ces thèmes-là. Donc ça veut dire être à l'écoute, mais aussi de pouvoir chacun d'entre nous aller à Bruxelles dans des bureaux, avoir des réunions, organiser des réunions avec les instances européennes. Encore faut-il que nous sachions sur quel thème. Donc la difficulté, l'enjeu qui va être le nôtre aujourd'hui, ça sera surtout d'animer cette affaire-là, parce que n'est pas tout d'avoir un bureau à Bruxelles, encore faut-il avoir les informations et pouvoir travailler avec les opérateurs de terrain dans nos territoires. Les métropoles ont déjà des services, mais les autres territoires ne l'ont pas forcément développé. Il faudra les aider à ce qu'ils apprennent à construire des projets européens et des partenaires extérieurs de manière à avoir des financements. Donc les services de base sont bien classiques, mais ensuite maintenant il va falloir que chacun voit comment est-ce qu'on arrive à monter de manière opérationnelle. Je précise aussi qu'on voit bien que la CEA d'Alsace n'est pas aujourd'hui membre associé aujourd'hui dans ce projet-là. Il n'est pas encore... La CEA, la communauté... Oui, elle était prévue initialement, elle n'y est pas pour le moment. Voilà, elle n'est que membre associé, sachant que les questions de savoir comment ça va évoluer en termes de présence par rapport à Bruxelles, mais ça c'est à peu près où nous en sommes sur ce thème-là. L'objectif, effectivement, est d'avoir un effet levier comme ce qu'on peut avoir sur l'ORNTEC ou sur la BNR en termes de fonds européens. Oui, si effectivement le sillon n'existait pas, les deux métropoles auraient été appelées à la région à participer et pas nos deux agglomérations. Enfin, Épinal, si. Épinal, si vous rentriez dans le critère. Oui, on a plus de 100 000. Ah, vous avez plus de 100 000, excuse-moi. Donc, mais dans tous les cas, il est plus intéressant d'y aller ensemble, même sur un plan financier, je pense. Donc, parfois, les mutualisations peuvent parfois générer des économies. Pas tout le temps le cas, mais, bon, mais là, c'est un exemple. Ma question, c'est même pas une question, c'est plutôt une demande. C'est effectivement que la veille bénéficie au sillon, mais vraiment en temps réel à chacun de ses membres.
C'est-à-dire, il y a des projets qui sont portés par le sillon et qui intéressent uniquement le sillon, quoi, qui sont sur les métro-organisations collaborateurs du sillon. Il y a des sujets qui peuvent échapper aux collaborateurs du sillon, mais sur lesquels on est dans des problématiques particulières, dans une des métropoles, dans des agglomérations. Donc il faut que le service de nos collectivités soit le même que si nous avions adhéré directement. Voilà. C'est bien ça, l'objectif c'est bien celui-là. Hein. Ce n'est pas les projets du sillon, ce sont les projets des membres du sillon qui doivent être portés. Voilà. Ce sont les membres du sillon qui participeront au groupe de travail, parce que sinon, de toute façon, nous n'avons pas les moyens de participer à tous les groupes de travail. Il faudrait que chacun identifie ses thématiques fortes pour y intégrer. Donc c'est bien comme ça, si ce n'est que s'il y a des demandes particulières lourdes, il y aura des conventions particulières qui sont passées entre une collectivité qui a un besoin particulier spécifique et Bruxelles pour avoir un plus sur ce thème-là. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. C'est bien, ça s'adresse bien aux membres du sillon et non pas au sillon. Bon, alors, par ailleurs, si nous avions, on peut avoir des demandes particulières escalité de sillon dans le plus, mais s'il y avait des demandes particulières au titre de l'un des membres du sillon, on aurait tort que ce n'est pas directement le sillon, donc on n'en bénéficie pas de la même façon que si nous étions adhérents directement. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, les membres du sillon ont les mêmes droits sur ce bureau que le sillon. C'est qu'en fait, nous mutualisons la cotisation, ou quelque part on fait une économie d'échelle par rapport à ça, mais néanmoins, l'accès aux prestations de Bruxelles est équivalent pour nous, ou les 4 membres fondateurs. Il n'y a que les territoires associés qui devront avoir un appui pour y accéder. Voilà. C'est équivalent, c'est tout à fait la même chose. Donc, je dirais, j'avais une dernière question, ça rejoint un peu la conversation qu'on avait matin, à midi entre nous. Il y a les universités, c'est très bien. Les universités de Lorraine, Strasbourg, Reims-Champagne, l'université technologique de Troyes, il n'y a pas Mulhouse, en interrogation. Apparemment non. Et ça n'a pas été ouvert. Alors, est-ce que ça peut l'être dans les membres, qu'il y a les membres fondateurs et les membres associés? Il n'y a pas non plus d'établissement public d'enseignement supérieur. Il n'y a pas d'établissement public d'enseignement supérieur par les universités aujourd'hui. Bon, ça c'est une posture de la région, sachant qu'il est évident qu'il y a des structures comme par exemple en Alsace, il y a une structure qui regroupe l'enseignement supérieur, qui n'est pas membre non plus. C'est une question qui se pose notamment dans nos relations. Je vais poser au président de la région et voilà. Voilà. Alors si c'est pas un membre fondateur, il faut qu'on arrête le membre fondateur et qu'on y aille. Ils peuvent rentrer après. Hein. Mais effectivement, que ce soit possible après. Ouais. Voilà, tout à fait. En fait, il faut que ça profite au maximum de monde. C'est ça. Par notre intermédiaire ou en direct, c'est une question à poser. On voit, nous sommes, la ville d'Épinal jumelée avec une ville belge, pas très loin de Bruxelles, et ils ont une agilité en matière d'appel à projet parce qu'ils sont cette proximité, parce que dans leur collectivité, il y a des familles qui travaillent à Bruxelles et rien que dans le cadre des jumelages, ils nous ont permis d'avoir des moyens qu'on n'avait même pas imaginés. On ne savait même pas que ça existait. Et tu les trouves pratiquement nulle part. Quoi. Enfin, c'est... Faut se méfier des Belges. Il faut marquer belge. Hein. Si vous me permettez, Monsieur le Président, là-dessus, sur ce dossier, alors, moi je pense que l'initiative de créer un lien entre la région Grand Est et Bruxelles, c'est une initiative excellente. Pendant 15 ans, je me souviens, il y a à peu près 15 ans, quand je suis arrivé à Metz, j'étais impliqué dans les COS, qui sont des actions de coopération européenne, dans les projets européens, et je passais beaucoup de temps à faire le siège à la Commission européenne devant les différentes directions, et on se sentait bien seul à l'époque. Donc je pense que ce projet va tout à fait dans le bon sens. Après, il faut que le projet, l'action de lobbying, je vous donne un exemple très concret qui date d'il y a 3-4 jours, hein, j'aime bien prendre l'exemple. Je vous donne ce qu'on a raté récemment par notre manque d'implication opérationnelle dans ce dossier très vite. Il se trouve qu'on porte par ailleurs au niveau de la région, et moi en particulier, l'intérêt de développer la photonique en région Grand Est, avec la proposition de créer un institut de photonique qui pourrait être d'ailleurs un dossier Sion-Lorrain. Il y a 3 jours, j'ai appris que l'Europe avait créé une plateforme d'innovation en photonique, et en France, les seuls territoires sollicités sont Bordeaux-Aquitaine, le sud de la France et la Bretagne. Pourquoi? Parce que personne ne sait que nous faisons la photonique en région. Donc pour moi, l'intérêt de cette maison,
c'est aussi ça, c'est-à-dire d'arriver à Bruxelles en disant tiens, on fait des matériaux innovants, on fait la photonique, on fait la logistique, ça. Alors pour que ça marche bien, comme d'autres l'ont dit, il faut que ce soit très concret dans notre présence sur place. Et ça va être un travail à faire. Alors comme vous l'avez dit, je suis belge, je sais à peu près comment le pays fonctionne. C'est un pays de proximité. C'est-à-dire là où nous, on met énormément de technocratie, d'hyperstructure dans les dossiers, eux, ils sont très concrets. Voilà. Donc eux, ils ne prennent pas rendez-vous, ils vont sur... Voilà. Donc il faudra imaginer des réunions sur place, il faudra que des gens se dévouent au sujet. Et puis, comme le président François Goyer l'a dit, j'ai découvert le dossier sur table, enfin, dans les dossiers qui nous étaient fournis. Je suis personnellement surpris, et je pense qu'on va faire un courrier à Jean Rotner, sur le périmètre concerné par l'enseignement supérieur de la recherche. Pourquoi? Parce qu'à ma connaissance, le seul acteur, ce que je connais bien, qui a un projet structurant avec la Belgique aujourd'hui, c'est Centrale Supélec. Puisque nous avons créé il y a 2 ans, alors je peux comprendre que Jean Rotner ne sache pas peut-être, mais on a créé l'équivalent de l'université franco-allemande entre la France et la Belgique, et il s'appelle le Collège France-Belgique sans ingénieurs, et il se trouve que ce projet est piloté depuis Metz. Donc, je veux dire, il y a peut-être d'autres sujets qui m'échappent, les plateformes technologiques peut-être. Alors, est-ce qu'il faut imaginer que tous ces gens-là sont fondateurs, ou imaginer une rotation, faut imaginer. Et le sillon, je pense, ne peut pas se contenter de dire nous y sommes, mais regardons ça de loin, parce que si nous ne bossons pas correctement sur ce sujet-là, le résultat n'y sera pas. Voilà. Donc, je vote pour, évidemment, mais je pense que le sillon doit s'impliquer dans la constitution de cette maison si on souhaite qu'elle soit intéressante pour le sillon à la fin. Voilà, merci. Je vais reprendre un petit peu ce que mon voisin a dit et Pierre a parlé de pratiquement, moi je vais vous parler de concrètement. Donc pour que ça fonctionne, il faut que nous on donne déjà nos besoins pour que quand les personnes iront dans cette maison, savent déjà sur quoi on veut travailler pour pouvoir être déjà attentif à ce qui peut sortir, pour pouvoir être le plus réactif possible. Parce qu'effectivement, si les consortiums se montent très en amont de l'appel d'offres, et oui, il faut être sur place pour pouvoir savoir exactement et pouvoir monter les lobbying pour que dans les prochains programmes qui peuvent se construire, justement, il y ait les thèmes qui nous importent, qui soient dans les programmes de financement. Oui, pour prolonger le débat, moi je suis assez d'accord là-dessus. Alors cette maison, elle existe depuis longtemps. Avant, c'était région Alsace, région Lorraine, région Champagne-Ardenne. Je pense que cette région doit être active, pas simplement servir, c'est utile, hein, mais à recevoir. Il faut vraiment faire du vrai lobbying et dans les deux sens. C'est-à-dire être en capacité d'informer les territoires avant même qu'un appel à projet soit sorti. Parce qu'avoir l'information qu'un appel à projet sort, on n'est peut-être pas obligé d'être à Bruxelles pour le savoir. Il faut le savoir avant. Il faut être en information qu'il y a une opération qui est en train de réfléchir sur des financements de l'innovation, de la recherche, du développement économique, donc qu'on puisse se préparer avant que ça sorte, et du moment que ça sorte, on soit déjà prêt. Et puis, l'autre sens, c'est pouvoir remonter les potentiels du territoire vers Bruxelles, donc vers l'Europe, et donc vers les partenaires européens. Il y a l'autre sujet, c'est le lobbying. Effectivement, il faut qu'on soit beaucoup plus proactif sur le lobbying et sur les compétences et les potentiels de notre territoire. Effectivement, Marc, sur les questions d'enseignement supérieur de recherche, il faut absolument élargir à la petite liste qu'on a là. On a des potentiels à aller chercher dans les écoles hors université, et c'est en chassant en meute qu'on arrivera à travailler. Et puis, dernier point, c'est le point de l'export. Je pense qu'en étant à Bruxelles, en termes d'exportation de nos filières, c'est important d'être sur place, et ça fait écho au sujet qu'on avait juste avant. Je pense que c'est en chassant en meute qu'on arrivera à être beaucoup plus fort sur ces questions européennes. Et juste pour... Attention, au moment où je défends Jean Rotner, il y a d'autres sujets, Marc, au niveau de la région Grand Est, de collaboration européenne. Je pense à l'intelligence artificielle avec Sarrebruck, etc. Donc la région soutient et porte d'autres sujets que des sujets que tu as cités. Qualifié, tu le diras au président, et je l'ai défendu, s'il te plaît. Très bien, moi je voulais aller dans votre sens et rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait le pôle universitaire européen de la Lorraine qui regroupait les universités de Lorraine à l'époque et les écoles d'ingénieurs, en tout cas ceux de Metz, mais probablement de Nancy aussi. Tu te souviens?
Vincent, donc il y a ça. Ma question, Monsieur le Président, quel rôle vous voulez donner, puisqu'on parlait de lobbying, quel rôle vous voulez donner aux députés européens de notre région? Je le dis, Nathalie n'est pas là, mais je pense qu'on est en droit de se poser la question du lobbying et le rôle qu'on voudrait donner à nos députés qui sont en principe à demeure là-haut. Bien. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur le sujet? Oui, Sylvie Dalguerre. Non, juste une petite information. La Maison de la Région de Bruxelles édite des newsletters que je vous invite à aller à découvrir, qui sont des puits d'informations très concrètes. Il y en a 4 déjà, et où on a effectivement des informations sur des potentiels appels à projets. Donc vous allez sur le site de la Maison de la Région et il y a ces newsletters à votre disposition. D'accord. Bien. Merci Sylvie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention avant que je ne mette aux voix le principe de cette adhésion? Donc je mets aux voix, qui s'abstient, s'oppose, il en est ainsi décidé. Le point suivant de notre ordre du jour concerne la convention de partenariat que nous avons avec les agences. Nous avons 3 agences, Calen pour le sud Lorrain, l'Aguram pour le nord et Agap, et avec qui nous avons l'habitude de travailler depuis des années. Et cette convention doit nous permettre de consolider nos partenariats selon 3 axes prioritaires: un apport méthodologique et d'animation des acteurs du territoire dans la mise en œuvre du Grenelle des mobilités, une capacité d'observation et de connaissance des territoires. Ainsi, les travaux réalisés en 2019 afin de préparer le futur plan stratégique du sillon lorrain 2021-2026 ont fait l'objet d'ajustements des programmes, et puis une connaissance fine des enjeux transfrontaliers. Voilà, c'est donc vous avez l'habitude de travailler maintenant, nous avons l'habitude de travailler depuis des années avec eux. La convention que je vous propose est de 90 000 € pour les années 2019 et 2020, et cette contribution est répartie de la façon suivante entre les 3 agences. Scalen et Aguram, 36 000 chacun, et 18 000 pour la GAP. Voilà. Des questions? Des commentaires? Point. Je mets aux voix. Abstention, opposition, adopté. Nous passons maintenant à l'immédiat. La bibliothèque numérique de l'immédiat.fr est un vrai succès déjà. C'est un instrument de coopération et de mutualisation des infrastructures et des ressources documentaires acquises en commun, ainsi que des collections patrimoniales numérisées de tous les membres. Dès 2013, le pôle métropolitain a assuré la coordination et l'animation du réseau L'Immédiat. À ce titre, il a assumé la maîtrise d'ouvrage de toute la phase de développement de projet et du processus de création. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons pu candidater à l'Immédiat parce que nous étions tous les 4. Tout seul, on n'avait aucune chance. Et on est un cas unique en France. Mais c'est quand même une réussite absolument fabuleuse. Que ce soit l'Immédiat kiosque, l'Immédiat mosaïque, l'Immédiat galerie, c'est vraiment un outil, et en plus qui nous donne une visibilité mondiale. C'est vraiment, notamment la numérisation de tous nos fonds patrimoniaux, qui sont une richesse incroyable, peuvent ainsi être vus dans le monde entier. Je crois que c'est vraiment... Et je crois que les usagers, plus particulièrement les Lorrains d'ailleurs, ont largement profité des services, notamment l'Immédiat mosaïque, durant toute la première période de confinement, la deuxième aussi, puisqu'à chaque coup, on ferme les librairies. Donc, c'est quand même une belle réussite que l'Immédiat. Alors, la création juridique... l'objectif du groupement est d'assurer une cohérence et une cohésion territoriale. La création juridique du GIP est intervenue le 17 septembre 2020 par arrêté de Madame la préfète de la région Grand Est. Il était initialement prévu une mise en route au cours du premier trimestre, mais bon, vous savez les raisons de ce retard. Cependant, et malgré la fermeture physique des bibliothèques et médiathèques, le service de lecture publique a pu être maintenu grâce à cela pendant toute la période, et je l'ai dit dans le discours précédent, 5000 abonnés supplémentaires, d'autant plus que c'était en plus gratuit, mais déjà beaucoup de choses sont gratuites
en dehors des périodes Covid. Et une campagne de promotion sur les web et les réseaux sociaux a été mise en place pour accompagner l'offre d'abonnement gratuite. Ce fonctionnement est rendu possible par la mobilisation des personnels volontaires dans les 4 établissements. Ça, il faut le dire, dans tous nos établissements, on a vraiment des personnels qui jouent le jeu et qui le jouent même avec passion. C'est aussi possible grâce aux fournisseurs d'accès aux ressources et puis notre prestataire technique Atoll CD et du pôle métropolitain, bien sûr, qui en a assuré le portage juridique et financier jusqu'à présent. Le portage a coûté 98 827 € pour des ressources numériques et 68 247 pour l'hébergement, maintenance et les développements 2020, dont il conviendra de demander le remboursement au GIP en 2021 au moyen d'une convention financière conclue entre le pôle métropolitain et le GIP. Ceci dit, nous sommes aussi les financeurs du GIP. Voilà. Donc, il vous est proposé de décider conformément au cadre légal des GIP et au projet de convention constitutive que le pôle métropolitain sera représenté au sein du groupement d'intérêt public par un représentant titulaire et un représentant suppléant et autorise le président à mettre au point et à signer la convention financière rendue nécessaire pour assurer la continuité du service de lecture publique et le fonctionnement des sites l'immédiat en 2020. Est-ce qu'il faut qu'on désigne aujourd'hui les personnes? Ah, c'est pas prévu, ça. Bon. Donc déjà, je vous propose la première délibération, d'approuver le cadre légal projet de convention constitutive. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient s'oppose. Et il nous faut maintenant désigner un représentant titulaire au sein du GIP et un représentant suppléant. Alors, je n'ai pas de candidat. Il y a des gens qui sont proposés à travers les délégations. Oui, oui. Mathieu? Voilà, Mathieu. Tu n'as pas le choix, même. Voilà. Et puis, comme représentant suppléant. Pardon? Béatrice. Allez, Béatrice. Ah, ils sont vraiment très volontaires, très spontanés. C'est bien. Non, mais c'est un sujet passionnant, je vous assure. Vraiment. Bien. Ils sont donc élus. Hein? Oui. Très bien. Ensuite, le point suivant de l'ordre du jour, le Parlement a adopté la loi 2020-1379 le 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. Ainsi, pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales, prévoit que le président peut décider de réunir l'Assemblée par visioconférence ou à défaut par audioconférence. Les élus pourront participer à la réunion par visioconférence. Donc, l'outil Zoom sera utilisé pour l'organisation numérique du conseil syndical. Le mode d'accès se fera par lien. Enfin, vous apprenez plein de choses, là. Vous ne savez pas ça. Les élus devront saisir leur nom et leur prénom. Le quorum est abaissé à 1/3 des membres présents ou représentés de l'Assemblée. 2 procurations peuvent être reçues par l'élu participant. Le caractère public de la réunion est assuré par une retransmission en direct des visioconférences sur la page Facebook du Sillon Lorrain. Quant aux modalités d'enregistrement de débat, l'enregistrement de la réunion est réalisé sur le support vidéo et sera converti puis conservé en forme audio. Il sera également accessible en ligne sur la chaîne YouTube du Sillon Lorrain après la réunion. La séance est intégralement enregistrée. Les interventions, on s'est bien tenu. Les interventions et plus généralement le son est enregistré en intégralité. Les images enregistrées sont celles des personnes prenant la parole et ce pendant la durée de leurs interventions. Donc c'est des petits trucs qui tournent, là ça s'appelle une caméra. Conformément au 2 de l'article 6 de l'ordonnance, le 1er avril 2020, les votes ont lieu par scrutin public, par appel nominal. À l'appel de son nom, chaque élu sera invité à indiquer
le sens de son vote. Le président comptabilise les votes, proclame les résultats, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. Voilà. Donc, il vous est proposé d'approuver les modalités d'organisation des réunions et notamment les modalités d'identification des participants. Pas de... Moi, je fais une remarque, parce que ça, on aurait dû le mettre tout au début, mais l'élection, la désignation des membres, normalement, ça passe pas par... Normalement, les gens qui votent aussi en distanciel, non? Aujourd'hui, logiquement. Tout le monde est en présentiel. Aujourd'hui, tout est en présentiel. Donc ah oui, d'accord, il n'y a personne. Oui, d'accord. Vous êtes diffusé, mais vous n'êtes pas, vous êtes tous là. Aujourd'hui, la question ne se pose pas puisqu'on l'a fait en présentiel. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Qui s'abstient, s'oppose. Adopté. Alors, mise à jour du tableau des effectifs. Il s'agit d'un bibliothécaire territorial. Dans la répartition des tâches entre les bibliothèques et le GIP est dévolue au groupement l'hébergement, maintenance des serveurs et sites, l'accompagnement technique au raccordement de nouveaux établissements, l'acquisition de ressources numériques. Pour mener à bien ces tâches, il a été proposé la création d'un poste de technicien au tableau des effectifs du pôle à compter du 1er avril 2020 lors du bureau du 17 février 2020. Suite au recrutement effectué pour ces missions, un bibliothèque territorial a finalement été retenu. Et il est donc proposé de supprimer le poste de technicien du tableau des effectifs et de créer un poste de bibliothécaire territorial à temps complet qui sera mis à disposition à titre onéreux du GIP. Je vous propose d'approuver ce nouveau tableau des effectifs, ainsi décrit. Ça, c'est pour la mise à jour, c'est la délibération 6.1. Pas de problème, pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Approuvé. Nous passons à la délibération 6 de mise à jour du régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP. Le régime indemnitaire en vigueur au Sillon-Lorrain a été créé par délibération du 6 mars 2017 et ne contenait jusqu'alors que les filières administratives et techniques. Le poste de bibliothécaire créé à compter du 1er janvier 2021 ne dispose à ce jour d'aucune possibilité de régime indemnitaire, faute de délibération, et je vous propose d'étendre et de compléter le RIFSEP au cadre d'emploi des rédacteurs selon les mêmes conditions et que dans les autres filières. Le RIFSEP est attribué aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et le plafond annuel du RIFSEP, je propose de fixer les groupes et de retenir les montants d'IFSE annuels maximum suivant par cadre d'emploi. Vous avez le tableau sous les yeux, je ne vous le lis pas. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Voilà, je mets aux voix, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Nous passons maintenant aux mandats spéciaux. Il est rappelé que les élus du Sillon-Lorrain ne sont pas indemnisés pour ce mandat. Il est d'usage de prendre au début de la mandature une délibération autorisant la prise en charge et le remboursement des frais de mission et de représentation dans le cadre de des délégations qui leur ont été consenties. Et ces remboursements sont dénommés mandats spéciaux. Mais c'est quand on sort du Sillon-Lorrain, ça. Quand vous avez des frais engagés, vous pouvez vous les faire rembourser sur un barème qui est le mandat spécial, encore faut-il qu'il soit délibéré par l'Assemblée a posteriori ou a priori. Non, mais quand on vient aux différentes réunions... non, quand vous venez, non, pas, oui. C'est quand on sort, quand on va à Luxembourg ou à Paris. C'est ça, voilà. Tout à fait. C'est important de le préciser, sinon on va croire que, d'autant plus que ça passe sur Facebook. Aujourd'hui, il n'y a aucun frais de déplacement qui est payé par le Sillon. Bien, on est bien dans ce cadre-là. Tout à fait. Alors, ces montants suivront l'évolution... Alors, pardon. Les frais de séjour, frais d'hébergement et de restauration engagés à l'occasion des missions sur le territoire métropolitain seront remboursés forfaitairement dans les mêmes conditions que pour les agents, 17,50 € par repas et 100 € maximum l'annuité. Ces montants suivront l'évolution de la réglementation en vigueur. Il est proposé d'indemniser les élus en mission à l'étranger selon les mobilités définies pour les agents du pôle métropolitain. De même, les frais de représentation du président et du directeur général des services
lorsqu'ils occupent un emploi fonctionnel engagé et correspondant à l'exercice normal de leurs fonctions, sont remboursés sur présentation des justificatifs et non forfaitairement en vertu de l'article 88 de la loi 84-53 du 26-1 1984. Tout ça pour ça. Bien, donc pour les mandats spéciaux, pas de questions, je mets au voix, abstention, opposition. Bien, l'ordre du jour est pratiquement clos. Je voulais simplement rajouter un point, si vous l'acceptez, qui n'était pas prévu initialement. J'aurais dû le dire au début, mais comme je l'avais évoqué à Épinal lors du conseil d'installation, je proposais de nommer André Rossineau président d'honneur du sillon lorrain, puisqu'il en a été l'initiateur et en hommage au travail qu'il a réalisé pour le sillon. Hein, personne n'y voit. C'est largement mérité. Voilà, très bien. Bravo. Voilà, très bien, bravo pour lui. Voilà. Eh bien, mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. C'est bien. Ah oui, oh, attendez. C'est 5 signatures. Ah non, alors je le dis quand même pour informer tout le monde, concernant notamment la problématique des mobilités. Alors la lettre a été validée par les cabinets, j'espère aussi par les élus concernés. Nous adressons une lettre à Jean-Baptiste Djebari et une autre à Jean Rotner. Voilà.